Je vote pour la science avec Pascal Lapointe et Isabelle Burgon. Bonjour à tous. Au mois de septembre dernier, on apprenait une triste nouvelle. Un 13e beluga a été retrouvé mort à Trois-Pistoles. Il n'y aurait plus que 889 belugas dans le fleuve Saint-Laurent. Une grande partie de cette population, de ce petit cétacé à la robe blanche si reconnaissable, est présente depuis 10 000 ans dans l'estuaire. L'été, les belugas se distribuent de Saint-Port-Joli jusqu'à Rimouski et jusqu'à Saint-Fulgence dans la rivière Saguenay. En hiver, ils préfèrent les eaux de l'estuaire maritime et celles du nord-ouest du golfe Saint-Laurent. Depuis novembre 2014, l'espèce est classée en voie de disparition par le Comité sur la situation des espèces en péril au Canada. Il y a près de 150 ans, on dénombrait jusqu'à 10 000 belugas dans l'estuaire et le golfe du Saint-Laurent. Leur nombre n'a cessé de décroître sous la pression des pêcheurs notamment et de la pollution pour descendre en dessous de 1000 individus. On ne remarque aucun rétablissement notable de la population. Pire, l'état de santé des belugas inquiète. Ces dernières années, les chercheurs observent des mortalités inexpliquées de nouveau-nés. De nombreuses études scientifiques se penchent sur ce petit cétacé blanc. Les belugas vont-ils disparaître du fleuve Saint-Laurent? C'est la question que l'on va poser à nos invités. Notre premier invité est le président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins et le coordinateur du réseau québécois d'urgence pour les mammifères marins. Bienvenue Robert Michaud. Bien le bonjour. Présentez-nous ce petit mammifère marin que l'on nomme beluga. Le beluga, petit mammifère marin, mais comparé à nous, évidemment, c'est un très gros animal, un animal qui peut atteindre 4 mètres, un peu plus pour les mâles. Le beluga est essentiellement un animal arctique et sa présence dans le Saint-Laurent est comme une exception ou une erreur. Le beluga est arrivé dans le Saint-Laurent avec la dernière glaciation. Il y a 15 000 ans, le continent nord-américain était couvert de glace. Tous les belugas qui vivaient autour du cercle arctique ont dû trouver refuge soit dans l'Atlantique ou dans le Pacifique. Et quand les glaces se sont retirées, il y a 10 000 ans, certains belugas ont décidé de rester dans le Saint-Laurent. Ils retrouvent des conditions qui ne sont pas des conditions arctiques, mais des conditions qui sont favorables pour leur maintien. Et aujourd'hui, cette petite population-là, elle est isolée de ses populations voisines, isolée des populations du Nord. Mais qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Le beluga, c'est le plus bel animal au monde. C'est un animal qui est tout blanc, qui a un sourire incroyable. C'est un animal hyper intéressant parce que c'est un animal grégaire, sociable, doté d'un très, très gros cerveau et de capacité de production de toutes sortes de sons qu'il utilise pour la communication. Alors, un animal fascinant. Un visiteur exceptionnel dans le Saint-Laurent, mais un animal fascinant. Oui, donc on a une population qui vit dans l'estuaire du Saint-Laurent et le fjord du Saguenay, qui se répartit comment? Et est-ce qu'elle est nombreuse, cette population? On estime qu'à la fin du dernier siècle, à la fin du 19e siècle, il pouvait y avoir entre 7 et 10 000 belugas dans le Saint-Laurent. Ils se distribuaient du golfe jusqu'à l'estuaire. On les a déjà observés jusqu'à Québec, mais habituellement, la limite de la distribution amont, là, c'est plus l'île aux Coudres, le Batur ou loup marin. En aval, en hiver, on peut revoir les belugas jusqu'à l'île d'Anticosti, la Gaspésie, Sept-Îles. Ça, c'est leur secteur. Les belugas ont fait l'objet d'une chasse depuis, en fait, l'arrivée des Européens dans les années 1700, au 18e siècle. Il y a une chasse assez importante qui s'est installée. Pas une chasse industrielle, mais quand même une chasse très organisée, qui a été très efficace. Et en 1955, cette chasse-là a pris fin, laissant derrière elle une toute petite population de belugas. En fait, on disait à l'époque qu'il n'y avait plus assez de belugas pour soutenir une chasse commerciale. Il y avait non plus moins de débouchés commerciaux pour les produits de la chasse. Alors, une petite population a survécu à partir de 1955. On ne sait pas exactement la taille de la population qui restait à cette époque-là, mais aujourd'hui, au début des années 80, on avait estimé la population autour de 1000 individus. Alors peut-être qu'elle était même descendue en bas de 1000 individus et ils sont distribués dans un tout petit secteur, du moins en été, entre l'île aux Coudres et les Escoumins, Port-Neuf, Rimouski. Ça, c'est leur territoire d'été. Oui. Quelles sont les menaces qui pèsent sur le beluga maintenant qu'il n'y a plus la chasse?
Bien, après la chasse, les belugas ont dû survivre dans un environnement qu'on dit très toxique. Le Saint-Laurent des années 50, 60, 70 était au paroxysme de sa toxicité. On avait, pendant l'ère industrielle, rejeté à peu près tout ce qu'on produisait comme déchets toxiques industriels directement, sans aucun traitement dans le Saint-Laurent. Aujourd'hui, le Saint-Laurent est encore un endroit très contaminé, beaucoup moins que ça l'a déjà été, mais il ne faut pas sous-estimer que c'est encore un endroit toxique et les belugas gardent des traces de cette histoire très récente, c'est-à-dire le legs de contamination, le legs toxique du Saint-Laurent est encore très présent chez les belugas et cette contamination d'arrière-plan est probablement un des principaux défis auxquels font face les belugas. C'est peut-être ça qui explique que la population ne s'est pas rétablie après la chasse. Mais récemment, alors on a suivi depuis une trentaine d'années avec tout un ensemble de collègues, c'est un projet qui avait été démarré par le docteur Pierre Bélan, suivi par des vétérinaires de la Faculté de médecine vétérinaire, nos collègues de Pêche et Océan Canada. Alors depuis une trentaine d'années, on est, sans être au chevet des belugas, on suit de très près cette population-là. Et pendant les premières années, la contamination était notre principale hypothèse. Ça demeure une hypothèse importante pour expliquer le non-rétablissement de la population, mais depuis une dizaine d'années, on fait face à un nouveau phénomène. La population est en déclin. On a observé des mortalités chez les nouveau-nés, des mortalités chez les femelles qui donnent naissance. Et là, quand on regarde l'ensemble de la situation, il y a peut-être plusieurs facteurs qui agissent. La contamination est encore un des éléments, un des facteurs possibles d'interférence avec cette situation-là. Mais les changements en fait majeurs qu'a subi l'écosystème des belugas peut avoir entraîné d'autres motivations. Vous savez, la température a augmenté beaucoup dans le Saint-Laurent au cours des dernières années. La glace a disparu l'hiver. Oui. Il y a quelques grands stocks de poissons qui se sont effondrés dans les années 90, ce qui ont entraîné des changements importants dans l'écosystème des belugas. Et tout ça peut-être rendre l'environnement des belugas un peu moins favorable. Et on s'inquiète aussi du dérangement. En fait, les premières années où on a observé beaucoup de mortalité chez les nouveau-nés, c'est en 2010 et 2012. Et c'est 2 années où, dans le Saint-Laurent, il a fait particulièrement beau. Il y a eu beaucoup de navigation de plaisance. Alors, il y a eu une coïncidence entre la mortalité des nouveau-nés, l'augmentation des complications de mise bas chez les femelles qui a entraîné la mort d'un grand nombre de femelles et cette co-occurrence plus importante entre les bateaux de plaisance et les belugas. La naissance des belugas survient exactement en plein été, dans la pleine période de fréquentation de leurs habitats par les humains. Et il y a peut-être là une piste qu'on examine de plus en plus sérieusement, que le dérangement pourrait entraîner des complications lors de la mise bas et entraîner des mortalités. Alors les belugas ont plusieurs défis devant eux. On rappelle, c'est une petite population qui est isolée, qui a été diminuée dramatiquement par la chasse, qui a survécu dans un environnement toxique et qui aujourd'hui fait face à des nouvelles conditions liées en partie au changement climatique, puis aussi à l'augmentation de certaines activités humaines dans leurs habitats. Alors, la suite des belugas dépendra du soin qu'on leur apportera, mais aussi de notre capacité à comprendre plus précisément les menaces qui pèsent sur cette petite population. Oui, Ottawa a annoncé un changement de statut du beluga de l'estuaire du Saint-Laurent sur la liste des espèces en péril. Celui-ci passera d'espèces menacées à espèces en voie de disparition. Qu'est-ce que ça change pour ce petit cétacé? Bien, en fait, légalement et pratiquement presque rien, parce que le beluga étant déjà sur la liste des espèces en péril en tant qu'espèce menacée, il y avait déjà, il bénéficiait déjà de toutes les protections que les lois canadiennes peuvent offrir. En passant du statut menacé à en voie de disparition, en fait, c'est comme si la lumière était rouge, puis elle est au rouge clignotant. Légalement, ça ne change pas son statut de protection, mais peut-être, et on l'espère, ça va changer le niveau de priorité des actions qu'on pourrait mener pour les protéger. Il y a plusieurs actions qui sont en cours. Le gouvernement fédéral, Pêche et Océan Canada, est en train de compléter un plan d'action. Après avoir préparé un plan de rétablissement qui est diffusé, qui a été finalisé en 2012, le gouvernement fédéral, en collaboration avec tous les chercheurs impliqués dans le dossier, sont à préparer ce plan d'action-là qui va identifier des gestes précis, entre autres pour réduire la menace du bruit. Le bruit, le dérangement étant une des choses dont on se préoccupe.
Il y a des discussions pour créer des aires marines protégées, des zones de protection marine. Même le gouvernement provincial a commencé à s'intéresser aux belugas. On sait que le gouvernement provincial a annoncé une immense stratégie maritime qui pourrait entraîner l'augmentation de la navigation dans le Saint-Laurent. Mais en annonçant cette stratégie-là, ils se sont aussi engagés à créer des aires marines protégées pour assurer une certaine protection pour le beluga. Alors, on va voir au cours des prochaines années et le plus vite sera le mieux, des initiatives, on l'espère, qui pourront concrètement protéger une partie de l'habitat du beluga. On pense que ça pourrait être une stratégie importante. On appelle ça des refuges acoustiques. S'il y a une partie de l'habitat du beluga qui est très impactée par la navigation, par la présence humaine, il y a encore des parties de son habitat qui sont assez calmes. On parle du Saguenay, par exemple, ou le chenal sud de l'estuaire Saint-Laurent. Alors, une des stratégies dont on fait la promotion chez nous, puis il y a une bonne écoute au niveau des deux gouvernements, puis on espère que ça se concrétise, c'est de créer comme des mesures compensatoires. Si on a un impact sur une partie de l'habitat du beluga, si du moins on était capable d'en préserver une autre partie, on pourrait garder un certain équilibre. On pense que c'est une des actions rapides, concrètes et pratiques qui pourraient être mises en œuvre pour aider ces belugas. Oui, au GREM, vous avez un programme, Adopter un beluga. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, en fait, c'est un programme qui remonte à la fin des années 80. C'est un consortium, l'Institut national d'école de toxicologie, avec nous au GREM et nos partenaires de la Faculté de médecine vétérinaire. On a mis en place un vaste programme pour suivre les belugas vivants et morts. Et en 88, on avait lancé cette idée-là. Nous, au GREM, notre travail, c'est d'étudier les animaux vivants et un de nos outils, c'est ce qu'on appelle notre album de famille. On a appris à reconnaître un à un grand nombre de belugas. Et ces belugas qui sont devenus ces belugas connus, dont on suit la vie et les malheurs depuis une trentaine d'années, ont été offerts en adoption. Il y a 130 belugas qui ont été adoptés dans la première vague de la campagne d'adoption et on a relancé cette campagne d'adoption en 2014 et déjà une trentaine d'autres belugas ont trouvé des parrains. Les villes de Montréal et Québec, avec une quarantaine d'autres municipalités riveraines de Saint-Laurent, ont adopté une dizaine de belugas. Canada Steamship Line a adopté un beluga. Mylène Paquette a adopté un beluga. On a plusieurs personnalités et des groupes de citoyens qui se mettent ensemble pour adopter un beluga. Nous, on demande 5 000 $ par année pour une période de 3 ans pour adopter un beluga et on s'engage à retourner aux parrains des nouvelles fréquentes de leur beluga. Et ces sous-là servent pour supporter les activités de recherche ce qu'on appelle maintenant le projet Beluga, qui comprend des volets d'analyse génétique, d'analyse de contaminants, d'analyse de pathologie. Tout ça, c'est les travaux qui sont faits par les partenaires non gouvernementaux, des partenaires universitaires et des NGO de recherche qui travaillent en étroite collaboration avec Parc Canada et Pêche Océan Canada. Alors, c'est une responsabilité collective que nos gouvernements ont, mais que nous avons aussi comme groupe privé et comme citoyens, de se préoccuper des belugas et de faire connaître leur histoire. Et on pensait que la campagne d'adoption était une belle façon d'y arriver, parce que c'est plus qu'une campagne de financement, c'est aussi une campagne de sensibilisation. Quand on fait connaître l'histoire d'un beluga, on a l'impression qu'on va un peu plus loin dans notre sensibilisation que parler des belugas en général. Oui, c'est sûr. Donc, je vous remercie beaucoup. On était en compagnie de Robert Michaud, le président et directeur scientifique du groupe de recherche et d'éducation sur les mammifères marins. Merci. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Nous rejoignons à présent Stéphane Lair, directeur régional pour le Québec du Centre canadien coopératif sur la santé de la faune et professeur agrégé à la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. Bonjour. Bonjour. Donc, vous êtes médecin vétérinaire. Pouvez-vous nous expliquer concrètement de quoi souffrent les belugas? En fait, ici à la faculté, on suit les causes de mortalité chez les belugas de Saint-Laurent depuis maintenant plus de 30 ans. Et l'idée de base était vraiment d'essayer de comprendre qu'est-ce qui faisait que cette population ne semblait pas vouloir récupérer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la diminution marquée de la population a été causée par la chasse intensive qui a eu lieu. Et cette chasse-là, a eu lieu jusqu'à peu près vers les années 50, les années 60. Et par la suite, elle a été complètement abolie.
Et malgré le fait que la chasse était complètement arrêtée, la population qui, à l'origine, était composée d'environ 8000 individus et était descendue en bas de 1000 individus, n'a pas montré de signe d'augmentation. Ce qui nous faisait penser qu'il y avait probablement une autre cause qui faisait en sorte que le taux de croissance de la population était altéré. Nos analyses au cours des années ont pu mettre en évidence différentes conditions pathologiques qui pourraient expliquer cette incapacité de la population de beluga de revenir au niveau d'avant la chasse. Par exemple, la première chose qui a été observée, ce sont des taux de cancer qui étaient très inhabituellement élevés pour une population d'animaux sauvages. Et notre hypothèse, c'était qu'en fait, ces taux de cancer inhabituels étaient probablement associés avec une exposition à différents composés chimiques qui ont des propriétés cancérigènes dans l'environnement des belugas. Par la suite, on a vu aussi différentes causes de maladies infectieuses qui peuvent causées par des bactéries ou par des parasites qui pourraient laisser penser que le beluga de Saint-Laurent a un problème au niveau de son système immunitaire, son système de défense. On sait que les belugas sont exposés à des concentrations qui sont des concentrations de composés chimiques comme les BPC qui sont reconnus pour avoir un effet dépresseur sur le système immunitaire des animaux, que ce soit en laboratoire ou dans des différentes études épidémiologiques. Donc, c'est valable de croire que l'exposition à ces composés peut altérer le système immunitaire des animaux et faire en sorte de les rendre plus susceptibles à développer des maladies parasitaires ou des maladies bactériennes. Oui, vous avez pris la direction du programme de pathologie du beluga du Saint-Laurent. C'est un programme qui a plus de 20 ans et qui se penche sur l'investigation de la mortalité au sein de cette population, non plus menacée, mais aujourd'hui en voie de disparition. Présentez-nous un peu le programme. Le programme, en fait, a commencé avec un projet de maîtrise de Dr. Daniel Martineau et qui a été supporté au cours des années par différentes agences. Présentement, on a un support financier qui nous provient de Parc Canada et aussi de Pêche Océan Canada. L'objectif principal est de déterminer les causes de mortalité. Au cours des années, on a vu une certaine évolution dans les causes de mortalité, donc beaucoup de cancers au début. Là, il semblerait, dans les dernières années, qu'on voit, on commence à voir ce qui semble être une diminution du taux de cancer dans la population, ce qui est une bonne nouvelle. Mm-hmm. Et cette diminution du taux de cancer-là, si on veut, ça fait un peu en parallèle avec la diminution de l'exposition au beluga à des composés cancérigènes dans l'environnement. Les niveaux de contamination, par exemple, dans les sédiments du Saguenay, au niveau de différents contaminants cancérigènes comme les HAP, sont en nette diminution. Et ça, ce que ça nous fait penser, c'est que probablement notre hypothèse, justement, du lien entre le développement des cancers et l'exposition aux composés cancérigènes, ça nous fait penser que ce lien-là était réel. Ce qu'on a pu observer, donc il y a des améliorations pour certaines des maladies, mais ce qu'on a pu observer dans les dernières années qui nous trouble beaucoup, c'est ce qui semble être une augmentation, plutôt je devrais dire une diminution du taux de survie des jeunes. Dans les premières années, on pouvait trouver entre 0 et 3 carcasses de nouveau-nés échouées sur les berges. Et depuis environ 2008, on a des 7, 8, 9, 10, et même on a eu une année avec 16 carcasses de veaux, ce qui nous fait penser que le taux de survie des jeunes est diminué. Oui. Et présentement, ça semble être vraiment la problématique la plus importante dans la population. Oui, quand vous regardez l'état de santé générale des belugas, vous ramassez des carcasses et vous les analysez. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu ce que vous faites, que vous regardez? Ce qu'on fait, en fait, c'est une autopsie, comme on pourrait faire en médecine humaine suite à un décès, ou on va faire en médecine vétérinaire régulièrement chez les animaux domestiques. L'autopsie, l'objectif, c'est vraiment de déterminer la cause de la mort de l'animal. On va donc commencer par un examen macroscopique, donc ce qu'on peut voir à l'œil nu. Il y a une dissection de la carcasse qui nous est la carcasse qui est apportée ici dans nos laboratoires, une dissection complète. Pendant cette dissection-là, on va essayer de détecter différents problèmes qui pourraient expliquer l'échouage. Par exemple, si un beluga est frappé par un bateau, on pourrait voir des fractures de côte. Donc, c'est quelque chose qui se voit à l'œil nu.
Durant cette dissection-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre différents organes, des échantillons de différents organes, qui, eux, vont être conservés pour un examen qu'on va appeler un examen microscopique qu'on réalise sur des fines couches de tissu au microscope. Et ce type d'examen-là va nous permettre de détecter ou de caractériser certaines maladies bactériennes, certaines maladies virales ou parasitaires. Suite à ces analyses microscopiques, on va par la suite, au besoin, faire des analyses complémentaires qui peuvent aller essayer de détecter la présence d'un pathogène qui pourrait expliquer certaines lésions qu'on a vues à l'examen microscopique. Oui, il y a beaucoup... Et au final, le pathologiste va arriver avec un diagnostic de la cause la plus probable de la mort de l'animal. Oui, il y a beaucoup de mortalité au sein des mères et des bébés. Pourquoi? Oui, c'est ce qu'on a, c'est ce qu'on a observé dans les dernières années, disons dans environ les 8-9 dernières années, on a observé ce qui semble être une augmentation des problèmes reliés à la MISBA. C'est-à-dire que on a un nombre anormalement ou inhabituellement élevé de ce qu'on appelle des dystocies. Une dystocie, c'est une difficulté au niveau de la MISBA. C'est-à-dire que les femelles semblent avoir de la difficulté d'expulser leurs jeunes lors de la MISBA. Ce qui pourrait concorder avec une diminution de taux de survie des jeunes. C'est-à-dire que si la MISBA est difficile, si la MISBA est prolongée, le veau va être faible. Il va donc avoir, dans un environnement comme le Saint-Laurent, il va avoir plus de difficultés à suivre sa mère. Et puis, ce qui peut faire une augmentation des risques que ce veau soit séparé de sa mère. Et si le veau est séparé de sa mère, bien, il va mourir parce qu'il est dépendant de sa mère à cet âge-là. Présentement, on n'a pas trouvé la cause de ces problèmes, ce qui semble être des problèmes de MISBA dans la population. On a différentes pistes, mais il n'y a pas de pistes encore qui ont été démontrées. Oui, vous suivez aussi les femelles en gestation. Il y a des problèmes de recherche. Disons que il y a différents chercheurs qui vont travailler sur la population présentement. Nous, de notre côté, à la faculté de médecine vétérinaire, on s'occupe essentiellement des causes de mortalité. Il y a des chercheurs, que ce soit pour Pêche Océan Canada, ou que ce soit pour des organismes non gouvernementaux qui vont faire plutôt des suivis de population au niveau d'occupation du territoire et aussi au niveau de la gestation des femelles. Il y a une chercheure, par exemple, à Pêche Océan Canada qui va prendre des biopsies cutanées d'animaux vivants à distance et elle est capable de déterminer, en faisant des dosages d'hormones, si telle femelle est gestante ou pas. Donc, d'avoir un taux de gestation, si on veut, de la population. Mais de notre côté, on s'intéresse surtout aux causes de mortalité. Oui, il y a eu des changements importants dans l'écosystème marin des belugas, la surexploitation des ressources, l'augmentation de l'activité industrielle, les changements climatiques. Quels sont les changements les plus dommageables aux belugas? C'est sûr que oui, l'écosystème de l'estuaire du Saint-Laurent et du Golfe ont changé considérablement dans les dernières années. On a différents indicateurs qui nous démontrent, par exemple, qu'il y a une augmentation de la température de l'eau. Et cette augmentation de température-là peut avoir un impact sur l'abondance de différentes proies qui sont essentielles aux belugas. Et on se pose beaucoup de questions sur, par exemple, le lien possible entre un état nutritionnel un peu déficient associé avec ces changements de disponibilité de proie et l'augmentation des problèmes de MISBA. C'est-à-dire que donc, les changements écosystémiques qu'on retrouve dans le Saint-Laurent pourraient être une des causes d'une augmentation des problématiques reliées au MISBA. On a fouillé pas mal aussi toute l'histoire du dérangement. On sait qu'une femelle, lors de la MISBA, va avoir tendance à s'isoler et tout dérangement, tout stress externe peut faire en sorte que la MISBA va être prolongée. C'est vraiment physiologique, c'est-à-dire qu'il va y avoir une dilatation du canal vaginal qui va être moins bonne si l'animal est stressé, si l'animal est dérangé. Et on a vu une certaine corrélation au niveau, il n'y a pas eu vraiment de changement d'augmentation du trafic maritime commercial, mais au niveau de tout ce qui est récréationnel, si on veut, on a 2 années où on a observé un nombre important de veaux où il y avait eu des années avec des augmentations au niveau des activités récréatives dans
des habitats qui semblent être importants pour les femelles gestantes, les femelles qui vont mettre bas. Fait qu'on peut penser que si le dérangement dans les zones d'importance est augmenté, ça pourrait augmenter les complications lors de la mise bas. Ce qui fait que présentement, tout le groupe qui travaille sur le beluga, surtout avec Parc Canada, ils sont à évaluer la possibilité justement de mettre en place des mesures qui vont faire en sorte qu'il y a certaines zones qui ont été identifiées comme d'importance pour les mises bas des femelles afin de diminuer le dérangement de ces femelles-là durant la période de mise bas. Oui. Êtes-vous optimiste alors qu'on vient de classer les belugas en voie de disparition? C'est sûr que je pense que présentement, comme je disais, on n'a pas été capable nécessairement à ce moment-ci de mettre le doigt sur une cause comme telle, mais ce qu'il faut faire, il faut vraiment essayer de travailler de tous les fronts. On a identifié certains éléments. On peut parler une des choses positives, c'est qu'il y a des contaminants qui sont en diminution, mais on a des nouveaux contaminants aussi qui n'étaient pas présents il y a 20 ans, qui ont fait leur apparition, comme les PBDE, qui sont ce qu'on appelle des retardateurs de flamme, dont la concentration a augmenté de façon assez importante dans les 15 dernières années chez les belugas. Et ces fameux PBDE sont associés avec une diminution de l'activité de la thyroïde, de la glande thyroïde chez les animaux en général. Et on sait que la glande thyroïde a une importance lors de la mise bas. Donc, si on a un animal qui a une thyroïde qui ne fonctionne pas bien, qui est suppressée, ça pourrait augmenter les chances de complications lors de la mise bas. Donc, on parle de changements environnementaux globaux, comme le réchauffement climatique. On parle d'augmentation potentielle de dérangement dans certaines zones. On parle d'exposition à certains contaminants qu'on va appeler des disrupteurs endocriniens, c'est-à-dire des contaminants qui vont avoir un effet sur le système endocrinien. Et présentement, ce qu'il faut faire, c'est essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire pour limiter le plus possible l'impact potentiel de ces différents bouleversements dans l'écosystème. La réglementation afin de bannir l'utilisation de contaminants qui peuvent avoir des effets endocriniens, non pas seulement sur la faune, mais sur les humains, l'espèce humaine aussi. Essayer de protéger certaines zones d'importance pour les mises bas. Et finalement, peut-être ce qui est le plus difficile, bien entendu, c'est essayer de minimiser l'impact des changements globaux, les changements climatiques sur l'écosystème du Saint-Laurent. C'est peut-être naturellement, c'est la problématique qui est peut-être qui représente le plus grand danger, je pense, pour l'espèce à long terme, et celle qui représente le plus grand défi là, si on veut essayer de diminuer l'impact sur la population. Oui, mais même pour nous. Merci beaucoup. On était en compagnie du professeur Stéphane Laird de la Faculté de médecine vétérinaire de l'Université de Montréal. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'agence Science Presse avec Radio VM. À la régie, Daniel Fortin. À la recherche, Mathieu Fanière. Vous pouvez réécouter cette émission à l'antenne de Radio VM ou encore en podcast sur le site de l'agence Science Presse et toujours nous suivre sur Facebook et sur Twitter. Écrivez-nous. À la semaine prochaine. Jing Zhaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique